Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui que l'on pourrait intituler comme une émission que les moins de 50 ans n'ont pas pu connaître et qui s'intitulait « Incroyable mais vrai ». C'est à l'époque où des gens cultivés faisaient encore la télévision. Un spécial big up à Desproges, Pierre Bonte, Piem ou encore Jacques Martin. Alors, incroyable mais vrai, je mettrai le vrai quand même entre guillemets, mais nous avons encore eu droit à une perle, une pépite, lors de l'interview d'un expatrié par une personne que je ne nommerai pas, mais dont je parlerai bientôt dans un futur podcast. Donc, cet expatrié expliquait qu'il avait construit une maison en Nissan pour 4600 €. Alors pour ceux qui vivent depuis longtemps en Thaïlande, 4600 € représentent un peu moins de 170 000 bahts. Alors pas de grands détails sur cette fameuse maison, sur sa surface, juste quelques critiques sur le fait que les personnes qui ont construit cette maison étaient des amateurs, qui n'ont rien fait tel qu'on le connaît en Europe et que le principal intéressé, l'interviewé, le pourvoyeur de fonds, bien qu'étant du métier, n'est jamais intervenu dans la construction, histoire de ne pas prendre le boulot d'un Thaïlandais. Alors il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux entendre cela que d'être sourd, mais j'avoue que parfois, j'aimerais souffrir d'une petite surdité passagère. Alors, pour tous ceux qui s'imaginent déjà construire leur maison en Thaïlande pour moins de 5 000 €, prenez le temps d'écouter votre humble serviteur. Je vais vous narrer ici une histoire vraie, celle de la construction de notre maison en Nissan. D'ailleurs, à ce propos, les images que vous voyez en arrière-plan ont été prises sur un de nos terrains et vous allez découvrir la construction de notre première maison. Pour le terrain, nous avons choisi un espace légèrement éloigné du village, histoire d'avoir notre intimité et de ne pas être réveillé tôt le matin par les activités agricoles et les annonces des haut-parleurs qui peuvent parfois débuter à 6 heures du matin. Comme nous sommes excentrés, nous avons fait creuser en priorité un puits. 96 mètres de profondeur, mais assez d'eau que pour alimenter 2 villages. Depuis lors, notre pelouse est toujours verte, même en pleine saison sèche. Il a aussi fallu installer des poteaux électriques pour être raccordés au réseau, 7 poteaux à 15 000 bahts pièce, mais finalement on les a obtenus à moitié prix. De l'eau, de l'électricité, les travaux peuvent commencer. 2 options. Soit de recruter une équipe au village, des fermiers qui n'ont plus de boulot en attendant la prochaine saison pour le riz, soit de passer par une société de construction. Au final, nous avons opté pour la première solution car plusieurs fermiers du village avaient déjà travaillé dans le bâtiment. C'est une chose qui est assez fréquente dans notre région. Les fermiers montent en ville une fois le riz récolté et travaillent à la construction des buildings pendant quelques mois avant de revenir à la ferme pour préparer les rizières avant l'arrivée des pluies suivantes. Alors pour vous donner une idée des prix, en essayant de les adapter à aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons construit il y a une quinzaine d'années. Donc le fait d'avoir créé une équipe et d'avoir géré nous-mêmes les achats des matériaux, on est arrivé grosso modo à 12 000 bahts du mètre carré. Cela équivaut à 330 € le mètre carré. On aurait pu faire moins cher, mais j'ai opté pour des techniques de construction bien personnelles, non conformes à ce qui est pratiqué dans la région. Si on était passé par un constructeur, selon les choix des matériaux et des finitions, on aurait été entre 15 et 18 000 bahts le mètre carré, donc environ 410 à 490 € le mètre carré. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est possible de trouver une équipe qui fera une maison pour environ 10 000 bahts le mètre carré, donc à peu près 275 € le mètre carré, en suivant les techniques thaïlandaises. Mais bon, bien sûr, ne vous attendez pas non plus à une qualité exceptionnelle, mais quand même un espace tout à fait viable. Donc une maison basique à partir de 10 000 bahts le mètre carré, je serais quand même curieux de voir ce qu'un gars a réussi à faire avec 4 600 €, 170 000 bahts, surtout si on inclut les aménagements extérieurs, l'évacuation des eaux et l'ajout de la fosse septique. Alors oui, les constructions en Nissan ne correspondent pas à ce que nous connaissons en Europe. Traditionnellement, les Thaïlandais de Nissan construisent toujours de la même manière. Première étape, les poteaux. Soit des poteaux préfabriqués achetés chez un marchand du coin, soit des fers, un coffrage et on coule du béton. Une fois les poteaux installés, on pose la toiture. Et oui, on est dans un pays tropical, on pose en priorité le toit afin de travailler à l'ombre. Le toit est posé, on commence alors à glisser les murs entre les poteaux. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien compris, les murs sont juste posés et cimentés entre les poteaux.
Heureusement qu'il n'y a pas de tremblement de terre ici, sinon il y a beaucoup de maisons qui s'écrouleraient comme des châteaux de cartes. Mais bon, il n'y a peut-être pas de secours sismique, mais les terres argileuses travaillent beaucoup entre les périodes sèches et la saison des pluies, ce qui au final crée pas mal de fissures entre les murs et les poteaux. Alors concernant notre maison, première étape, la construction d'un abri en tôle et d'une petite cabane où les ouvriers peuvent passer la nuit. Bon, vous allez me dire, le village n'est pas loin, mais on avait toujours 2 ouvriers au moins qui dormaient sur place, histoire de surveiller le matos et les matériaux. Ce concept de lieu de vie directement sur le chantier est quelque chose de très développé en Thaïlande. Les travailleurs thaïlandais peuvent se déplacer assez loin pour un chantier, donc la première chose à faire est de construire des cabanes en tôle où ils vont vivre. Ce sont des cabanes effectivement au confort assez spartiate. Une fois que le chantier est terminé, ils démontent les cabanes, ils assemblent les tôles à l'arrière des pick-up, ils se déplacent sur un autre chantier et ils reconstruisent de nouveau leurs cabanes et démarrent le nouveau chantier. Alors pour les fondations, j'ai opté pour un chaînage filant. Il a bien sûr fallu que je fasse des plans et des croquis afin d'expliquer au fur et à mesure ce que je voulais. Et étant sur place, j'ai pu surveiller toutes les étapes de la construction. Avant de couler le moindre béton, j'ai imposé la pose de polyane que j'ai suivie de très près afin d'être certain que le béton repose sur une feuille de polyane et que la terre n'absorbe pas toute l'eau trop rapidement et fragilise de ce fait le béton. Donc on a profité des fondations pour attacher en même temps tous les fers pour les futurs poteaux, mais bien sûr, on n'a pas coulé ces fameux poteaux. On a d'abord monté les murs et c'est seulement ensuite que l'on a coulé les poteaux afin que les murs et les poteaux soient solidaires. Je ne vous dis pas le nombre de badauds qui passaient par notre terrain pour voir la maison du Phalang, une maison dont on posait les murs avant même que le toit soit posé, une première dans la région. Une autre originalité qui a surpris plus d'un Thaïlandais, c'est que j'ai fait monter des doubles murs. Ici, on ne trouve pas des parpaings de 15 ou de 20 cm, ce sont juste des parpaings de 7 cm. Mettez votre main sur un mur fait avec des parpaings de 7 cm en fin de journée. Je parle de mettre votre main depuis l'intérieur de la maison. Vous allez voir que c'est hyper chaud et cette chaleur irradie durant toute la nuit. Une véritable fournaise. Donc j'ai fait poser 2 rangées de parpaings en laissant un vide entre les deux afin que l'air chaud circule et s'évacue. C'est efficace, mais bon maintenant on trouve quand même facilement des blocs de béton cellulaire qui sont quand même beaucoup plus faciles à poser et qui sont relativement bons en termes d'isolation. Les fondations ont été coulées, la dalle a été coulée, les murs ont été montés, les poteaux ont été coulés et ont solidarisé les murs entre eux. On a pu ensuite monter les murs pour le second étage et on a terminé par la toiture. Alors pour la toiture, on a opté pour des tuiles plutôt que de la tôle. Déjà, c'est meilleur en termes d'isolation. Ensuite, les toits en tôle, j'ai connu ça lorsque j'étais dans la Caraïbe. Alors lorsqu'il y a des orages tropicaux, c'est extrêmement bruyant. On s'y habitue avec le temps, même lorsqu'on dort. Mais croyez-moi, lorsque vous bossez sur des vidéos et qu'il y a un orage qui se pointe et que vous avez de la tôle, c'est fini, c'est râpé, vous pouvez arrêter votre vidéo. Ah oui, élément important que j'allais oublier. J'ai acheté en priorité au début du chantier, j'ai acheté une bétonnière. Alors ici, les Thaïlandais font leur béton dans une sorte de grande auge, un grand bac noir, et ils remuent le tout avec une houe. Alors physiquement, c'est déjà très dur, et en plus, votre béton, il est jamais très bien mélangé. Je vous dis pas en plus, en fin de journée, quand vous êtes fatigué, vous avez tendance à charger un peu moins en gravier lorsque vous faites du béton, parce que vous avez plus de force dans les bras. Bref, la bétonnière a été plus que chaleureusement accueillie par l'équipe, un bel outil qui rend le travail beaucoup moins pénible et que je vous recommande si jamais vous construisez votre maison par vous-même ou avec votre équipe. Et voilà, notre maison s'est construite avec notre équipe. On a quand même fait intervenir des professionnels, premièrement pour le creusement du puits. Là, il fallait passer par une société, surtout qu'il fallait descendre relativement bas. Il fallait vraiment du matos et des trépans qui soient capables de descendre à cette profondeur. Et nous sommes également passés par une société professionnelle, une société qui travaillait également pour des hôpitaux, pour toute l'installation de l'électricité. Maintenant, ça fait près de 15 ans que nous avons cette maison, elle fait à peu près 140 mètres carrés, mais on a des projets d'agrandissement dans un futur assez proche. On a bien sûr pris du temps pour aménager le jardin, sur une surface d'à peu près 1600 mètres carrés. Les arbres ont poussé, ce qui offre encore plus d'isolation pour notre maison. Ça, c'est une chose importante, planter des arbres autour de votre maison, pas trop près pour que les branches et les feuillages ne touchent pas votre maison, sinon c'est une liaison directe pour l'humidité et pour les insectes. Et pas trop éloigné pour que les arbres puissent vous faire de l'ombre sur les façades exposées au soleil.
On pense aussi éventuellement à une piscine ou à un jacuzzi pour nos vieux jours, mais pour l'instant, c'est juste notre petit bassin avec les carpe-koi. En tout cas, au final, bien content d'avoir dépensé plus de 4600 € pour ce lieu de vie que nous fréquentons quand même depuis pas mal d'années et que nous espérons encore fréquenter pour de nombreuses années et que nous entretenons bien sûr afin de laisser ce petit patrimoine à nos enfants. Voilà, c'est tout pour ce podcast, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. J'ai des tas d'idées de sujets qui me trottent dans la tête. Il faut dire que les réseaux sociaux sont de véritables sources d'inspiration, tant les inepties et les mensonges y sont légion. On est dans une époque où certains seraient prêts à tout pour faire le buzz, ou ne reculeraient devant rien pour se faire de l'argent. Allez, sur ce, je vais enfourcher ma moto et me balader sur les bords du Mékong, d'où je vous envoie toutes mes salutations tropicales.